L'Égypte est l'une des plus grandes civilisations du monde antique. 2 siècles d'égyptologie, d'exploration et de fouilles ont dévoilé d'incroyables secrets et permis des découvertes fabuleuses. Grâce à des technologies de pointe et des recherches récentes, ces découvertes sont maintenant réétudiées et réexaminées. Pour la toute première fois, les plus grands experts dans le domaine se sont réunis pour nous dévoiler la liste des 10 plus grandes découvertes de l'Égypte antique. Chacune de ces découvertes est un trésor à part entière, et même bien plus que cela. Elle constitue une porte d'entrée sur l'une des civilisations les plus extraordinaires que notre monde ait jamais connues. Ces découvertes constituent une fenêtre sur le passé et nous permettent d'avoir une idée de la vie des Égyptiens de l'Antiquité, de leur façon de penser et de leur activité. Certaines pièces découvertes il y a des dizaines, voire des centaines d'années restent des énigmes. Il faut les déchiffrer. Comment de tels mystères pourraient-ils transformer ce simple tombeau en un moyen de résurrection? Le lieu en lui-même et les inscriptions présentes sur les murs sont comme un code informatique ou un mode d'emploi. Comment expliquer la vague de violence au cours de laquelle les plus beaux tombeaux d'Égypte ont été profanés? C'était une action organisée, commise par des groupes bien structurés. Les Égyptiens ont bâti des édifices aux dimensions jamais égalées au cours des millénaires suivants. Comment ont-ils fait? Personne ne sait avec certitude comment ces gens, sans rien d'autre que des outils basiques et la sueur de leur front, ont pu construire un monument aussi extraordinaire. Au cours des 30 derniers siècles, les vestiges de cette civilisation ont résisté à des invasions successives et survécu à de nombreux rivaux. Les Égyptiens avaient un sens tellement fort de leur civilisation et une histoire tellement longue que ce sont eux qui ont influencé leurs envahisseurs plus que l'inverse. Les Égyptiens ont créé une superpuissance qui a su conserver sa domination plus longtemps que n'importe quelle autre civilisation dans l'histoire. Aujourd'hui, la science, la technologie et les toutes dernières recherches vont pouvoir nous offrir des révélations sur la vie et les idées des Égyptiens. Le docteur Zahi Hawass est l'un des plus grands archéologues actuels en Égypte et gardien de toutes les antiquités égyptiennes. Il travaille avec une équipe de grands scientifiques et sera notre guide à travers tout le pays pour nous montrer les plus grandes découvertes d'Égypte. Nous allons partir pour une aventure que vous n'oublierez jamais. La première découverte est un ouvrage technique très ingénieux qui a permis à l'Égypte de devenir l'une des plus grandes civilisations antiques. Cette découverte est un vrai miracle. Elle nous montre de quoi les Égyptiens étaient capables. Le plus incroyable, c'est que cette innovation technologique se trouve à l'intérieur d'un bateau. Il y a plus de 4500 ans, le pharaon Khéops ordonna la construction de la Grande Pyramide. Mais ce qu'il a enfoui dessous est tout aussi impressionnant pour d'autres raisons. Ce qui est incroyable dans cette découverte, c'est de se dire que les Égyptiens ont réussi à construire un tel bateau il y a 4500 ans. La barque solaire de Khéops est l'une des pièces les plus extraordinaires au monde. Sa longueur est équivalente à la hauteur d'un immeuble de 13 étages. Elle est constituée de 1200 pièces maintenues par des morceaux de bois et d'une sorte de tissage. À Gizeh, le site avait été fouillé à de nombreuses reprises. Cette trouvaille a été due au hasard. Cette découverte est arrivée complètement par hasard, comme c'est très souvent le cas dans l'histoire. Nous sommes en 1952. L'archéologue Kamel El-Malak supervise le déblaiement d'une zone proche de la Grande Pyramide. Toute cette zone, au sud de la pyramide, était couverte de débris et de cailloux que les archéologues ont commencé à nettoyer. En déblayant, ils sont tombés sur de grandes dalles de calcaire soigneusement disposées. El-Malak, curieux, décide de percer un petit trou dans l'une des dalles. Il s'est approché, a regardé à l'intérieur, et comme il me l'a dit ensuite, j'ai senti l'histoire.
El Malak découvre 41 énormes dalles de calcaire pesant entre 17 et 20 tonnes chacune. Ces dalles recouvrent une cavité profonde de 30 mètres de long. Mais c'est le contenu de cette cavité qui fascine les égyptologues. Ils ont vu cet amas de bois et de cordes, puis des rames. Pourquoi Khéops aurait-il fait enterrer un bateau en plein désert à côté de sa pyramide? La réponse à cette question nous éclaire sur la vision qu'avaient les Égyptiens de la mort et sur ce qui attendait le pharaon après sa disparition. La pyramide était faite pour abriter son corps, mais son âme devait partir et subir une transformation. Khéops était roi et dieu. À sa mort, il devait ne faire plus qu'un avec le dieu du soleil. En montant au ciel, le pharaon rejoint le dieu solaire Ra. Une fois unis, ils parcourent ensemble le ciel chaque jour. Et pour cela, selon la croyance des Égyptiens, il leur faut un immense navire. La construction de ce bateau était parfaitement logique pour les Égyptiens. Pour eux, ce voyage à travers le ciel ne se faisait pas en volant, mais en naviguant sur les rivières censées entourer notre monde. Dans la croyance égyptienne, la présence de ce navire a un but très concret. Il servira dans l'au-delà. Khéops était roi et dieu. Donc il aurait besoin de ce navire pour se déplacer, aller voir des gens. Mais surtout, il ne ferait plus qu'un avec le dieu solaire. La barque solaire de Khéops est censée servir à transporter son maître à travers le ciel. Elle a donc un rôle crucial dans la religion, mais cela représente aussi autre chose. Les navires et l'eau sont des éléments primordiaux dans la vie des Égyptiens. La barque de Khéops est une preuve fabuleuse de l'importance du Nil dans l'Égypte antique. Les bateaux renvoient au Nil, et le Nil, c'est l'Égypte. Pour les Égyptiens, le Nil apporte la nourriture et l'eau et permet l'irrigation. Mais surtout, il leur permettait de se déplacer à travers le pays. Le Nil fait le lien entre le nord et le sud de l'Égypte. Il permet aux Égyptiens d'échanger avec le monde extérieur. C'est la richesse apportée par le fleuve qui permet à cette civilisation de grandir. Le Nil est l'élément le plus important pour les Égyptiens dans la construction de leur civilisation. On peut donc dire que l'Égypte antique a été bâtie aussi bien grâce aux Égyptiens que grâce au Nil. Les trésors, l'or et les joyaux proviennent de Nubie au sud. Le granit avec lequel sont bâtis les plus beaux monuments égyptiens parcourt des centaines de kilomètres en bateau en provenance d'Assouan. Les pharaons ordonnent des expéditions commerciales au pays de Punt, à plus de 1500 km au sud. Le commerce fluvial fournit au pays de grandes ressources qui permettront aux pharaons de bâtir un empire. L'importance des bateaux dans l'Égypte antique est évidente lorsque l'on observe les peintures murales partout dans le pays. En revanche, l'art ne peut démontrer les technologies ingénieuses utilisées pour bâtir des vaisseaux aussi impressionnants. Pour les archéologues, la découverte de ce bateau, parfaitement préservé grâce à la façon dont il a été enfoui, est aussi cruciale qu'une véritable remontée dans le temps. On aurait dit que tous les éléments du bateau sortaient tout juste du chantier naval et que pas une seconde ne s'était écoulée depuis 4500 ans. Les archéologues ont alors la possibilité d'étudier les techniques de construction navale de l'Antiquité, comme s'ils s'étaient trouvés là lors de la construction de ce bateau, 45 siècles plus tôt. Chacune des 1200 pièces de la coque a été taillée à la main. Les planches de bois sont emboîtées de façon très complexe, comme un puzzle. Chaque pièce s'imbrique individuellement et uniquement dans la pièce suivante, au-dessus, en dessous et au-debout. Mais le plus remarquable, c'est la façon dont les planches sont jointes. Les Égyptiens ne se servaient pas de clous pour construire leurs bateaux. Ni vis, ni rivet, ni colle. Ce bateau est assemblé par des fibres végétales. Ces fibres proviennent de l'alpha, une plante très répandue partout en Égypte. L'alpha forme de grandes tiges très solides. Et quand on assemble les tiges d'une certaine façon, cela donne une corde très solide mais souple. Les restaurateurs ont créé une maquette au centième.
C'est comme ça qu'ils utilisaient la corde. Elle leur servait à assembler les planches de bois. C'est incroyable. Le développement de cette technique offrait aux Égyptiens un avantage sur les autres peuples. À l'époque de la construction de la barque solaire de Khéops, la plupart des autres peuples savaient tout juste creuser des troncs pour fabriquer des canoës. La technique du bordage cousu nous montre que les Égyptiens étaient capables de construire des embarcations bien plus grandes que celles de leurs rivaux. Ils pouvaient ainsi transporter des charges plus importantes, faire de plus longs trajets et faire commerce partout dans le monde connu de l'époque. Les Égyptiens ne se contentaient pas de naviguer à la rame en faisant des allers-retours sur le Nil. Ils étaient capables de naviguer en Méditerranée et d'aller où ils voulaient. Cette technologie fut la base d'une réussite économique retentissante qui posa les fondations de 3000 ans de civilisation. Elle participe à la création de l'une des superpuissances les plus prospères que le monde ait jamais connue. Si la barque solaire de Khéops est la première des 10 plus grandes découvertes en Égypte, c'est parce que ce bateau marque la naissance d'un empire. Les richesses rapportées grâce à d'immenses navires ont permis la construction d'édifices monumentaux. Les Égyptiens ont bâti des temples et des monuments d'une taille inédite dans l'Antiquité. Mais ces temples et ces monuments n'auraient pu voir le jour si les Égyptiens de l'Antiquité n'avaient pas eu les compétences nécessaires pour extraire de la pierre en grande quantité. Sans ces pierres, il n'y aurait eu ni statue ni monument. La majeure partie de ce qu'on sait sur les Égyptiens nous a été rapportée par les informations restées gravées dans la pierre. Une équipe de scientifiques va tenter de percer les secrets des bâtisseurs de l'Égypte antique. Grâce à une expérience nouvelle, ils vont tenter d'appréhender la puissance qui permit la construction d'une nation et la préservation d'un héritage exceptionnel. Les plus grandes découvertes égyptologiques nous donnent un aperçu de cette civilisation exceptionnelle qui perdura pendant 3 millénaires. Ce patrimoine consiste en une série d'édifices d'une taille et d'une perfection qui inspirent aujourd'hui encore une grande admiration. Les scientifiques tentent de comprendre comment, à une époque où n'existaient que des outils traditionnels, les Égyptiens réussissaient à exploiter des carrières et à manipuler d'énormes blocs de pierre, comme l'obélisque inachevé. L'obélisque est resté tel quel, comme un témoignage de la capacité des Égyptiens à découper la pierre. L'obélisque inachevé pèse plus de 1000 tonnes, l'équivalent de 500 voitures. Il se trouve toujours dans les anciennes carrières d'Assouan, en Haute-Égypte. L'obélisque n'a jamais été extrait de sa carrière. Les archéologues tentent toujours de comprendre pourquoi il a été abandonné après un tel travail pour le découper. S'il avait été terminé, il aurait mesuré l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Décoré de dessins et de hiéroglyphes, il aurait pu être un élément vital dans l'architecture d'un temple. L'obélisque symbolisait le lien entre le roi et le dieu soleil. L'obélisque est la preuve d'une technologie spirituelle de pointe. Pour les Égyptiens, l'obélisque symbolise les rayons du soleil. C'est comme un conducteur d'énergie. L'obélisque sert donc de conducteur d'énergie spirituelle. Il recueille et transporte l'énergie céleste jusqu'à la Terre. Il fallait qu'il soit fait d'un seul bloc de pierre. Si la pierre était fendue ou cassée, c'était comme si le rayon du soleil était brisé et la puissance divine anéantie. Alors quand les ingénieurs découvrent une fissure sur l'obélisque d'Assouan, ils décident de l'abandonner. Ce coup de malchance pour les Égyptiens de l'époque est un vrai coup de chance pour la science actuelle. En archéologie, les échecs sont presque aussi importants que les réussites. Les éléments retrouvés sur l'obélisque et tout autour nous révèlent comment les anciens carriers extrayaient ces pierres immenses. Comme une machine de 1000 tonnes nous permettant de remonter le temps, l'obélisque nous montre l'image d'un chantier datant de 3000 ans. Grâce aux éléments apportés par l'obélisque inachevé et à une expérience inédite, les scientifiques espèrent comprendre le fonctionnement d'un tel chantier.
On a découvert des choses fantastiques qui ont enrichi notre connaissance des obélisques, et c'était la première fois. Ça prenait beaucoup de temps, et dans les carrières, le temps était un luxe que les ouvriers n'avaient pas. Quand le pharaon commandait un monument, il le voulait vite. Il avait tout simplement peur de ne pas vivre assez longtemps pour voir le monument achevé. La durée moyenne du règne d'un pharaon était d'une petite dizaine d'années, et aucun roi n'aurait confié son patrimoine à son successeur. Les monuments devaient durer pour l'éternité, mais le temps imparti à leur construction était relativement court. Vu le nombre d'obélisques et de statues en granit à travers l'Égypte, il est évident que les carriers ont fini par trouver une solution. Les briques d'argile retrouvées près de l'obélisque inachevé indiquent que les Égyptiens construisaient un mur pour contenir et contrôler le feu. Les flammes font monter la température de la roche jusqu'à 800 degrés, ce qui provoque la dilatation et la fragilisation de la roche. Au bout d'une heure, Adel peut s'approcher sans risque. En jetant de l'eau froide, la température de la roche baisse de 85% en quelques secondes. La roche se contracte instantanément. C'est vraiment très chaud. Mais quel effet a eu la chaleur? Adel va maintenant vérifier si la pierre fragilisée par le feu est plus facile à casser qu'une autre section qui n'a pas subi les flammes. Au bout d'une demi-heure, les ouvriers s'arrêtent. Sans le feu, l'action des ouvriers n'a eu que peu d'impact sur la roche. Tandis que sur la section brûlée, la fissure s'est élargie. On voit très bien l'impact qu'a eu le feu sur les couches de granit. C'est un procédé vraiment plus rapide que ce qu'on pensait. Cela explique comment les Égyptiens ont pu ériger autant d'obélisques en si peu de temps. Il est donc probable que le secret des Égyptiens pour exploiter d'aussi gros blocs de pierre en si peu de temps ait été l'usage du feu. L'un des principaux mystères des technologies d'Égypte antique a été résolu aujourd'hui grâce à cette expérience. L'obélisque inachevé nous a fourni des indices et l'archéologie expérimentale nous a montré que la théorie fonctionnait. On sait maintenant comment les Égyptiens pouvaient exploiter des blocs de roche d'une taille surhumaine. On a découvert comment ils faisaient pour découper un obélisque. Ces grands monuments ont encore le pouvoir d'inspirer l'émerveillement. Ils ont été édifiés il y a plusieurs millénaires, sans l'aide d'aucune de nos technologies modernes, et l'on commence tout juste à comprendre comment. La troisième découverte nous emmène au-delà de la technique. Face aux plus grands bâtisseurs d'Égypte, aux hommes qui ont créé l'un des monuments les plus reconnaissables de l'histoire. Les plus grandes découvertes d'Égypte nous révèlent les secrets d'une civilisation puissante et fascinante qui perdura pendant 3 millénaires. Les Égyptiens de l'Antiquité ont bâti certains des édifices les plus monumentaux du monde. Et le plus impressionnant de tous est sans doute la Grande Pyramide. Cette troisième découverte nous parle des hommes qui l'ont bâtie. Personne ne sait avec certitude comment ces gens, sans rien d'autre que des outils basiques et la sueur de leur front, ont pu construire un monument aussi extraordinaire. Mais la science est sur le point de résoudre ce mystère. Encore récemment, la vision la plus répandue de l'Égypte antique était celle d'une société où les pharaons et les nobles régnaient sur d'immenses armées d'esclaves. Mais de nouvelles découvertes ont permis de rectifier cette image. Ces découvertes ont révélé une hiérarchie sociale très sophistiquée, une classe ouvrière bien traitée, une société comparable au monde du travail actuel, avec des syndicats, des patrons et des chefs. Les pyramides se trouvent à Gizeh. Il y a 4500 ans, le grand pharaon Khéops ordonna la construction de ce qui reste aujourd'hui encore le plus grand tombeau de l'histoire.
La pyramide s'élève à plus de 150 mètres au-dessus du plateau et pèse 17 fois le poids de l'Empire State Building. Certains disent que la Grande Pyramide a dû être construite par des extraterrestres ou grâce à des sorts jetés par des prêtres au pouvoir mystique. Toutes ces croyances sont nées du fait que la taille de cet édifice défie toute explication logique. Encore récemment, beaucoup croyaient que la pyramide avait été construite par des armées de milliers d'esclaves. Mais le docteur Hawass a fait une découverte qui lève le voile sur le mystère des bâtisseurs de pyramides. J'ai enfin pu écrire l'histoire des bâtisseurs de pyramides grâce à la découverte de leurs tombes. Cette découverte est le résultat d'une enquête minutieuse et d'un long travail archéologique. En 1990, le docteur Hawass découvre des éléments mystérieux. Lorsqu'on a commencé les fouilles, j'ai trouvé des choses très étranges. Des ossements, des grains de blé. Je n'ai pas compris ce que c'était. Les archéologues se rendent compte que les tombes des ouvriers sont faites de la même roche que les pyramides. C'était du calcaire, du granit et du basalte, des matériaux provenant de la construction de la pyramide. Ces matériaux leur avaient servi à construire un tombeau pour leur roi. Avec les blocs inutilisés, ils se construisaient ensuite leur tombe à eux. Plus haut sur la colline, l'équipe du docteur Hawass découvre d'autres tombes plus sophistiquées. L'une d'elles porte même un nom. Il y a des inscriptions en hiéroglyphes. L'homme qui reposait ici était un inspecteur. Il supervisait les ouvriers qui tractaient les pierres. Les indices trouvés dans les tombes semblent montrer que les ouvriers avaient chacun un rôle bien défini et des responsabilités différentes. L'organisation était très semblable à celle d'un chantier actuel. Ici, j'ai découvert une autre tombe individuelle. Cette tombe a servi à abriter le corps d'un homme du nom de Néfertis. Ici, on peut lire son nom, Néfertis. Mais pour moi, ce qui est vraiment remarquable, ce sont ses scènes de vie. On voit ces hommes préparer de la bière et faire du pain. C'est pour ça qu'à mon avis, Néfertis était peut-être l'ouvrier chargé de la boulangerie. Le musée du Caire contient des statuettes découvertes à Gizeh. Ces figurines représentent les rôles des différents citoyens, comme faire du pain ou du vin. Sur d'autres bas-reliefs, on voit également des scribes en train de prendre des notes ou de faire des comptes pour des marchands. Là encore, ces objets nous montrent une main-d'œuvre organisée, suivant une hiérarchie qui nous est familière, semblable à celle de l'industrie moderne. Et il semble que les ouvriers étaient respectés et bien traités. Les éléments démontrent qu'il existait même un programme d'assistance médicale. Bien sûr, les ouvriers avaient régulièrement des accidents. Une pierre pouvait leur tomber sur la main ou sur la jambe, par exemple. Leur travail consistait à manipuler d'énormes blocs de pierre. Le corps de ces hommes et de ces femmes était mis à rude épreuve. Toutefois, les études menées sur les ossements retrouvés montrent que les ouvriers bénéficiaient de soins médicaux particulièrement sophistiqués. Janet Monge est anthropologue et spécialisée dans l'étude des ossements de l'Antiquité. On a ici la radio d'un numérus qui montre clairement qu'à un moment donné, bien avant la mort de l'individu, l'os a été fracturé. Mais les os sont malgré tout restés bien droits, ce qui signifie que l'os cassé a dû être immobilisé pendant un certain temps. Même avec nos standards actuels, on peut dire que la guérison a vraiment été bien faite. Le médecin a fait du bon boulot. Visiblement, les ouvriers étaient très valorisés par leurs employeurs. Le statut d'ouvrier était plutôt privilégié. Les travailleurs étaient bien payés, bien soignés. C'était en fait un boulot plutôt confortable. Les tombes des bâtisseurs de pyramides apportent la preuve de groupes structurés de professionnels et d'artisans qualifiés, organisés en une hiérarchie bien huilée. Ils bénéficient même d'un système de santé assez sophistiqué. Cette découverte montre quelque chose d'important. Les pyramides n'ont pas été bâties par des esclaves. Les tombes de Gizeh ayant appartenu à des citoyens ordinaires semblent de ce fait avoir été ignorées par les chercheurs de trésors.
C'est une autre tombe, restée close pendant 35 siècles, qui a constitué la plus célèbre découverte d'Égypte, la tombe du plus connu des pharaons, Toutankhamon. L'Égypte antique a été l'une des civilisations les plus pérennes de l'histoire. Elle a été dirigée par les plus puissants des rois. Ces statues représentent des hommes ayant vraiment existé. Mais qui étaient-ils et à quoi ressemblaient-ils? Les archéologues tentent de le découvrir en explorant la tombe du pharaon Toutankhamon. Ce n'est pas une simple statue. C'est l'icône de tout un monde. Qui était l'homme derrière le masque d'or? Nous sommes dans la vallée des rois, sur la rive gauche du Nil. La vallée des rois abrite 63 tombes. Mais pendant des siècles, celle de Toutankhamon est restée cachée. En 1922, le grand explorateur et égyptologue Howard Carter se met à sa recherche. Howard Carter est resté ici pendant 5 ans. 5 saisons de recherche pour trouver cette tombe. Un matin, en déblayant, les ouvriers ont découvert une quinzaine de marches qui menaient à l'entrée du tombeau. Le tombeau descend à près de 10 mètres dans la roche calcaire de la vallée. L'extrémité du couloir est bouchée. Carter perçut une entrée. Et là, il est tombé sur un véritable trésor. Le tombeau contient non seulement le corps du pharaon, mais aussi plus de 3000 trésors enterrés avec lui. Depuis, le tombeau attire des égyptologues du monde entier venus analyser la momie et ses trésors. À l'heure actuelle, les archéologues peuvent aller de plus en plus loin. Ils voient désormais l'enfant roi comme jamais auparavant. Les archéologues se servent de la médecine moderne pour étudier ce corps vieux de 3500 ans. La tomodensitométrie, ou scanner, est un procédé qui permet de prendre des milliers d'images radio et de les assembler afin de produire une image en 3 dimensions. Le scanner est un procédé extraordinaire pour l'archéologie. On peut tout voir. On voit comment est mort le roi et à quel moment. On peut tout regarder. Les experts enquêtent sur un trou mystérieux à l'arrière de la tête du roi Toutankhamon. Cette blessure pourrait-elle être la cause de sa mort? Quand on observe le crâne, on voit un trou à l'arrière de la tête. Ce qu'on appelle le foramen magnum, c'est-à-dire l'endroit où le crâne est relié à la colonne vertébrale, est endommagé. Tous ces éléments pourraient correspondre à une blessure causée par une attaque. Cette blessure laisse à penser que le garçon au masque d'or aurait été assassiné. Le jeune roi a-t-il réellement subi une mort violente? Nous trouverons peut-être des réponses en étudiant la momification du corps. La momification est un procédé aussi ancien que la civilisation égyptienne. Personne ne sait vraiment d'où vient la tradition égyptienne de momifier les corps. Mais le fait que l'Égypte soit située dans le désert y est sûrement pour quelque chose. Les Égyptiens ont dû voir que dans le désert, les corps des animaux morts restaient en parfait état. La première opération consistait à dessécher entièrement le corps à l'aide d'un minéral appelé natron. Sans natron, la momification est impossible. Le natron agit de la même façon que les petits sachets de gel de silice qu'on utilise de nos jours pour protéger le matériel électronique de l'humidité. Le natron est un mélange de sel et de bicarbonate de soude qui draine tout le liquide présent dans le corps. C'est comme ça qu'on fait une momie. Mais certains organes contiennent trop d'eau pour être momifiés par ce procédé. Si on laisse les organes à l'intérieur du corps, ils vont pourrir et exploser. Donc l'étape suivante consiste à retirer les organes internes et le cerveau. Pour cela, il faut découper le crâne, le vider à l'aide d'une tige et le refermer. Cette blessure crânienne serait donc peut-être due au procédé de momification et non à une attaque meurtrière. À l'université de Pennsylvanie, Janet Monge s'est lancée dans l'étude du scanner de la momie du roi Toutankhamon.
Lorsqu'une blessure est produite avant la mort de l'individu, on appelle ça un dommage ante-mortem. Et en général, si la personne était vivante au moment de la blessure, on observe une certaine cicatrisation de l'os ou des tissus. Là, ça ressemble plutôt à un dommage post-mortem. Le trou dans le crâne du roi Toutankhamon correspond au genre de trou effectué durant la procédure de momification. Ce trou n'a absolument rien à voir avec un éventuel meurtre. Ça n'a rien de suspect. Les causes de la mort du roi restent donc un mystère. Par contre, la science peut expliquer la façon dont il a vécu et nous permettre une introspection dans l'esprit d'un grand dirigeant d'Égypte. Il semblerait que le pharaon n'ait pas eu une apparence aussi royale que le suggère son masque d'or. Il avait une belle mâchoire bien carrée. Mais à part ça, il avait le visage plutôt fin. Bien sûr, il était déconseillé de se moquer du roi. Mais s'il avait été un simple écolier, il aurait été le genre d'enfant à se faire taxer de dents de lapin, si vous voyez ce que je veux dire. Les scanners montrent clairement que l'enfant roi avait les dents en avant, contrairement à ce que montre son célèbre masque. Le trésor enterré avec ce pharaon révèle plus d'éléments. La tombe de Toutankhamon contenait plus de richesses que l'ensemble des autres tombes découvertes en Égypte. Ce célèbre masque était enterré avec 6 chariots remplis d'or. Mais ce qui rend ce tombeau aussi exceptionnel, c'est qu'il a été découvert parfaitement intact. Bien sûr, cette découverte est exceptionnelle par le fait d'avoir retrouvé de telles quantités d'or, qui se comptent en centaines de kilos. Mais on a également retrouvé la parure funéraire complète d'un pharaon d'Égypte. Ces pièces sont des éléments révélateurs de la personnalité du pharaon. Elles étaient conçues de la même façon que celles dont il se servait de son vivant. Pour nous, c'est incroyable de voir que les Égyptiens pouvaient consacrer autant d'énergie à la création de ces objets comme ces petits bocaux en albâtre. Ce sont des objets parfaits, de sublimes œuvres d'art, mais qui ne seraient jamais vus par personne. On les enterrait dans le tombeau du roi et jamais personne ne les voyait. Le genre d'objets retrouvés, ainsi que le soin avec lequel ils ont été fabriqués, nous donnent une idée du mode de vie de Toutankhamon. Les Égyptiens croyaient que la vie dans l'au-delà était très semblable à notre vie d'ici, mais en mieux. Il fallait donc tout emporter avec soi. Les objets que Toutankhamon voulait dans sa tombe pour emporter dans l'au-delà sont donc les objets qu'il appréciait de son vivant. On sait qu'il aimait jouer au sonnet, un jeu de société en gypse, parce qu'il a été enterré avec un grand plateau et une table de sonnet classique, mais aussi une version de voyage plus petite, en ivoire, pas plus grande que ça. Toutankhamon était le chef suprême de la superpuissance égyptienne. Tous ces objets nous rappellent qu'il était très jeune et nous donnent un aperçu de sa personnalité. Alors que la découverte de Carter a montré au monde quel pharaon il était, la science moderne nous montre l'homme. Une étude plus approfondie des pièces découvertes dans la tombe et de la momie de Toutankhamon vont sans doute nous révéler plus de détails sur l'être humain présent derrière le masque d'or. Mais dans l'Égypte antique, tout comme aujourd'hui, les rois et les reines ne constituaient pas la majeure partie de la population. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, des travailleurs, qui forment le cœur de la nation. Grâce à la découverte suivante, les égyptologues ont pu avoir un aperçu de ces gens ordinaires, les citoyens de l'Égypte antique. Ces 10 grandes découvertes effectuées en Égypte nous révèlent une civilisation extraordinaire. Tandis que les vestiges qui nous restent nous montrent à quoi ressemblait l'Égypte de l'Antiquité, il est beaucoup plus difficile de savoir comment vivait son peuple. C'est comme un trou de serrure, par lequel on observe la vie dans l'Égypte antique. La 5e découverte nous offre une chance de comprendre la vie des citoyens ordinaires dans le village des bâtisseurs de tombes. Le village de Der el-Médine nous donne une vision extraordinaire de la vie quotidienne en Égypte à l'époque. Il se situe sur la rive ouest du Nil.
Ici, les vestiges de ce village égyptien jamais reconstruit depuis l'Antiquité constituent une découverte rare et très précieuse. Deir el-Médineh est quasiment resté intact. C'est une ressource inestimable pour les archéologues qui cherchent à reconstituer le mode de vie des Égyptiens de l'Antiquité. Le village a résisté au temps parce qu'il était construit en pierre. En effet, la plupart des villages de cette époque étaient bâtis en briques d'argile dans la plaine inondable du Nil et ont disparu avec le temps. Là où on a vraiment eu de la chance, et ce qui est extraordinaire, c'est que Deir el-Médineh ait survécu. Le village abritait 280 personnes et se situait à un endroit assez improbable, loin dans le désert, à 1 heure de marche de la vallée des rois. Les archéologues en ont déduit que Deir el-Médineh avait dû être construit pour héberger les ouvriers travaillant dans la vallée. Ils étaient chargés de la construction et de la décoration des tombes royales dans la vallée. Il semblerait que des familles vivaient là, dans une maison de plein pied. Ici, c'était l'entrée d'une maison. Et je pense que l'homme qui vivait ici devait être un responsable, quelqu'un de très influent. Artisans, orfèvres et bâtisseurs de tombes occupaient une position plutôt élevée dans une région où la plupart des habitants étaient fermiers et travaillaient durement pendant de longues heures. Si l'on regarde bien, les ouvriers avaient un travail plutôt avantageux. On pense qu'en moyenne, ils travaillaient environ 2 jours sur 3. On leur donnait du poisson et du vin pour les grandes occasions. Ils devaient sans doute apprécier leur métier. Pendant qu'ils construisaient les tombes de leurs pharaons, les citoyens de Deir el-Médineh bâtissaient également les leurs. L'étude des peintures sur les murs de ces tombes a permis aux archéologues d'élaborer une image du mode de vie des habitants du village. Grâce aux tombes de Deir el-Médineh, on peut en apprendre beaucoup sur la vie quotidienne des Égyptiens. Les peintures montrent une communauté épanouie et prospère d'individus en pleine réussite. Mais ces peintures représentent ce que les villageois voulaient qu'on voie d'eux, et non pas forcément ce qu'ils étaient en réalité. Quand on observe les tombes et les monuments, on voit des personnages au mieux de leur forme, vêtus de leurs plus beaux atours, vivant une vie idéale. Mais justement, ce n'est qu'un idéal. Cependant, d'autres éléments nous donnent des indices sur la vie privée de ces citoyens. Il se passait des tas de choses. Des choses dont les gens ne voulaient pas qu'on soit au courant. Les indices sont partout. Toutes les falaises qui entourent le village sont en calcaire. Du coup, n'importe quel caillou qui comporte un côté plat comme celui-ci constitue une surface potentielle pour écrire. Et ce potentiel a été exploité à fond par les habitants de Deir el-Médineh. Pour un Égyptien de l'Antiquité, ce genre de caillou, c'est comme un post-it. Il pouvait en ramasser un n'importe où, à tout moment, rien qu'en se baissant, et écrire quelque chose. Ces tessons, auxquels on donne le nom grec d'ostrakon, au pluriel ostraka, servaient aussi bien pour des rapports officiels que pour des notes personnelles. Les Égyptiens utilisaient notamment ces ostrakas pour envoyer des messages à leurs amis, ce qui permet aux experts actuels d'avoir une vision jusque-là inédite dans l'archéologie. On a appris par exemple que les Égyptiens ne s'attachaient pas les cheveux. Grâce aux ostrakas, on apprend ce que les Égyptiens faisaient de leur temps libre. Ils aimaient l'alcool, le sexe et les ragots. Grâce à ces ostrakas, on peut reconstituer une image de leur vie quotidienne il y a 3000 ans. On peut savoir comment ils vivaient simplement grâce à des inscriptions sur ces petits morceaux de calcaire. Les découvertes faites à Deir el-Médineh nous montrent que les Égyptiens de l'époque menaient une vie assez semblable à la nôtre. Pour la première fois, cette découverte ne concerne pas les rois et les reines, comme c'est toujours le cas, mais nous parle du commun des mortels et de la vie qu'ils menaient. Mais ces gens vivaient au milieu des tombeaux des morts. Les Égyptiens étaient un peuple très spirituel. D'après leurs croyances, les morts continuaient à influencer la vie dans tous ses aspects, même depuis l'au-delà. Pour notre 6e découverte, le docteur Hawass va nous ouvrir un tombeau resté fermé au public depuis des dizaines d'années. Il va nous montrer ce qui était pour les Égyptiens une sorte d'ordinateur magique de 300 mètres de long. Toutes
Mises ensemble, les 10 plus grandes découvertes de l'Égypte révèlent un aperçu de la vie du pays dans l'Antiquité. Mais il est impossible de comprendre la vie des Égyptiens sans comprendre leurs croyances sur la vie après la mort. La 6e découverte, la tombe de Séti Ier, nous en offre un sublime aperçu. En quelque sorte, cette tombe représente un peu le guide du routard de l'au-delà. L'étude de ce lieu a dévoilé un véritable code secret visant à transformer un simple trou creusé dans le sol en une machine à résurrection. La vallée des rois comporte 63 tombeaux. La tombe du pharaon Séti Ier est l'une des plus grandes. Elle nous donne une quantité d'informations sur les croyances des Égyptiens quant à la mort. La tombe de Séti Ier est l'une des plus extraordinaires de la vallée des rois. La tombe de Séti fait partie des tombes de la vallée des rois, sur la rive ouest du Nil. À la fin de l'été 1817, un explorateur italien du nom de Giovanni Belzoni arrive sur le site. Belzoni a travaillé comme homme fort dans un cirque, mais il a décidé de consacrer sa seconde carrière à l'égyptologie. Grâce à une étude minutieuse du profil géologique de la vallée des rois, Belzoni découvre 8 tombes en seulement 2 semaines. Avant la fin de la 3e semaine, il double encore le nombre de tombes mises au jour. Toutefois, ce n'est qu'au matin du 16 octobre 1817 que Belzoni fait la découverte qui fera sa renommée. Quand Belzoni a découvert cette tombe en 1817, ça a dû être magique. Ses yeux devaient briller d'excitation. Il a découvert un petit couloir qui menait à une tombe intacte. Afin de protéger les fresques de l'humidité et des dégâts causés par le dioxyde de carbone rejeté par la respiration des visiteurs, la tombe de Séti est fermée au public. Mais en tant que responsable du service des antiquités égyptiennes, le docteur Hawass est la seule personne au monde habilitée à autoriser l'ouverture de la tombe. Si je vous emmène, c'est pour une bonne raison. Il faut que le public voie cet extraordinaire tombeau. Le couloir d'entrée est taillé à même la roche. Le tombeau est creusé dans le rocher, sur près de 300 mètres. Les murs du tombeau comportent des fresques parmi les plus spectaculaires de toute l'Égypte antique. La moindre surface à l'intérieur de la sépulture est peinte. C'est à couper le souffle, non seulement par la beauté des formes, mais aussi par l'incroyable vivacité des couleurs utilisées. Cette scène est magnifique. Elle montre la relation entre Séti Ier et la déesse Nout. Ce qui est incroyable, c'est qu'on la voit toucher Séti pour lui montrer son soutien et sa bénédiction pour son passage dans l'au-delà. Les archéologues analysent toutes ces images pour mieux comprendre les croyances égyptiennes sur ce qui attendait les pharaons après leur mort. Cette tombe est l'une des rares dans la vallée des rois à nous expliquer comment le tombeau en lui-même fera du roi un dieu. Pour le comprendre, il faut connaître la croyance égyptienne selon laquelle Ra, le dieu soleil, parcourt le ciel durant la journée, apportant ainsi la vie sur terre. Mais la nuit, Ra parcourt le monde souterrain pour lutter contre les démons qui menacent la terre d'Égypte. Ce cycle solaire est d'une importance vitale pour les Égyptiens de l'Antiquité. Pour eux, si ce cycle restait incomplet, le soleil ne se lèverait plus, le Nil cesserait de couler et ce serait la fin du monde. Après sa mort, la mission de Séti consistait à rejoindre Ra dans son combat. Le roi était censé participer au cycle solaire pendant les heures souterraines. Il était très important qu'il en fasse partie. C'était sa mission dans l'autre monde. Séti devait être sûr qu'il ressusciterait après la mort, afin d'accomplir sa mission et sa destinée. Les peintures qu'il avait commandées pour sa tombe sont des formules magiques pour faciliter sa résurrection. Ces formules magiques tiennent lieu de modes d'emploi ou de programmes informatiques. Elles ont une fonction et permettent d'atteindre l'objectif recherché.
Il ne s'agit pas d'un art, mais d'une écriture logique et fonctionnelle, comme des lignes de code destinées à la programmation d'une machine. La tombe est une machine à ressusciter. Elle a une fonction à remplir et un objectif à atteindre. Les dessins et les mots inscrits sur les murs de cette tombe tiennent lieu de code informatique ou de mode d'emploi. Ces fresques codées nous révèlent comment les Égyptiens considéraient le mysticisme et la magie. Pour eux, c'était réel. Une fois qu'on croit à la magie, une baguette magique fonctionne exactement comme un marteau par exemple. C'est un simple outil qui a une fonction et permet d'atteindre un objectif. On arrive dans la dernière chambre du tombeau. Les images sur les murs de cette pièce représentent le paradis. C'est le dieu Osiris qui règne sur le paradis. Cette peinture représente très clairement Séti saluant le dieu. Mais comment Séti pourrait-il se trouver à la fois au paradis et dans le monde souterrain pour combattre les démons? Pour les Égyptiens, l'ubiquité n'était pas un problème. Ils étaient très malins en ce qui concernait la vie après la mort. Ils croyaient à l'ubiquité. Dans la philosophie religieuse des Égyptiens, les dieux et les pharaons pouvaient très bien se trouver à plusieurs endroits à la fois. Le point de vue rationnel et logique sur cette question est une construction de l'esprit occidental issue de la Grèce antique. Les Égyptiens, plutôt que de considérer que deux choses différentes sont forcément contradictoires, voient plutôt ça comme les deux côtés d'une même médaille. La tombe de Séti nous montre à quel point la vision du monde qu'avaient les Égyptiens est différente de la nôtre. Leurs croyances peuvent nous sembler farfelues, comme le fait que les pharaons deviennent des dieux, que les âmes puissent se trouver à plusieurs endroits à la fois, ou que les objets et les images puissent servir de formule magique. Les Égyptiens vénéraient leurs dieux dans des temples figurant parmi les plus imposants de l'histoire. Notre 7e découverte nous montre que l'Égypte antique était bâtie à une échelle encore plus grande que ce que l'on pensait, et que ses édifices les plus monumentaux sont peut-être encore profondément enfouis. Les 10 plus grandes découvertes de l'Égypte antique nous révèlent les secrets d'un monde qui a prospéré il y a plus de 5000 ans. Mais d'après certaines études, 70% du patrimoine égyptien serait encore enfoui sous terre. La civilisation égyptienne est unique au monde. Nulle part ailleurs on ne trouverait autant de temples et de tombeaux sous la surface de la terre. L'un de ces monuments est le temple d'Akhmim. Akhmim se situe dans le centre de l'Égypte, à 300 km au sud du Caire. Ici se trouvent des preuves de l'existence d'un temple monumental qui serait enfoui sous la ville actuelle d'Akhmim. C'est très difficile pour les archéologues, parce qu'évidemment, si un endroit était propice à la construction à l'époque, il l'est forcément encore aujourd'hui et donc des gens y vivent. L'un des problèmes principaux à Akhmim, c'est qu'il s'agit d'une ville vivante et animée, qui s'est étendue au fil des millénaires. Et l'ancien centre-ville a été absorbé par le développement urbain. Mais le développement de la ville moderne peut aussi être un avantage. La pose des fondations nécessite de creuser, ce qui permet parfois de mettre au jour le passé. Le développement des villes est souvent à double tranchant, surtout en Égypte. Quand ils ont décidé de construire un bureau de poste à Akhmim dans les années 80, ils ont commencé à creuser et sont tombés sur une superbe statue. En 1981, en creusant pour poser les fondations d'un nouveau bâtiment, des ouvriers mettent au jour la base d'une immense statue. Cette statue représente Ramsès II, l'un des plus puissants pharaons d'Égypte. La taille de cette statue devait sans doute dépasser 50 mètres. Elle était énorme. 50 mètres plus loin, une autre statue est ensuite découverte. Nous nous trouvons ici devant les pieds de la plus grande, de la mieux préservée et de la plus belle des statues de femmes jamais réalisées en Égypte antique. Il s'agit de la femme de Ramsès, Méritamon. D'après certains, ce serait elle qui aurait trouvé le petit Moïse dans les roseaux et l'aurait élevé comme son fils.
La taille de ces deux statues constitue un indice sur l'immensité du temple qui se trouvait ici. Mais s'il en reste certains vestiges, ils sont enfouis sous la ville moderne. Les archéologues doivent découvrir ce qui s'y trouve sans creuser. L'égyptologie est une science très rigoureuse, parce qu'il ne s'agit pas seulement de fouilles. Il y a aussi une grande part d'analyse. Le premier indice pour les experts se trouve dans les écrits des voyageurs de l'époque qui parlent d'un site colossal à Akhmim, il y a plus d'un millénaire. Des voyageurs arabes sont venus en Égypte au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et ils racontent qu'ils sont arrivés au lever du soleil pour visiter le temple et n'en sont ressortis que le soir venu. Le soleil a eu le temps de se lever, puis de se recoucher avant que j'aie achevé la visite de ces ruines. Il y a un autre moyen d'avoir une idée de la taille de ce monument. En Égypte, tous les temples sont bâtis suivant un plan similaire. Les temples de l'Égypte antique sont la demeure des dieux. C'est un peu le lieu où le royaume des dieux rencontre celui des humains. Et dans les modèles architecturaux pour représenter le cosmos, il y a une sorte de modèle formel des temples égyptiens. Aujourd'hui encore, les églises, les mosquées et les temples suivent un plan bien défini. Il en allait de même pour les temples égyptiens. Donc après avoir déjà étudié un temple entièrement mis au jour, les archéologues peuvent ensuite appliquer leurs connaissances au site d'Akhmim. Nous voici au temple d'Amon-Rê, à une centaine de kilomètres au sud d'Akhmim, à Luxor. En analysant le plan standard du temple de Luxor, les archéologues peuvent émettre une hypothèse quant à l'emplacement du reste du temple d'Akhmim. Mansour Borek est spécialisé dans les temples de l'époque. Je pense que le temple d'Akhmim était plus grand que celui-ci, mais il est construit sur le même plan qu'ici à Luxor. Voici à quoi ressemble un temple selon le modèle égyptien. Tout d'abord, une longue avenue pavée qui mène à une immense porte flanquée de deux statues. À Akhmim, c'est là que se dresse la statue de Ramsès. À l'intérieur se trouve une cour. C'est là que devait se trouver la statue de la reine Méritamon. Mais ce n'est que l'entrée. D'autres cours se succèdent ensuite sur 250 mètres jusqu'au sanctuaire central du temple. Le plan du temple de Luxor s'applique sans doute également à celui d'Akhmim. J'ai une vue aérienne du site sur l'ordinateur. En faisant correspondre l'emplacement des statues d'Akhmim avec le plan du temple de Luxor, le docteur Wegener parvient à évaluer la taille du temple d'Akhmim. Pour avoir une idée de la taille du temple, on peut prendre comme repère le terrain de foot situé en haut à droite de l'écran. On voit que la surface estimée de ce temple couvre à peu près 4 ou 5 fois la surface du terrain de foot. De cette façon, on se rend compte que ce temple était vraiment immense. Même sans fouiller, simplement grâce à une analyse, les archéologues peuvent affirmer que le temple d'Akhmim avait une taille absolument monumentale. Là, c'est peut-être l'entrée du temple. Et le sanctuaire devait se trouver sous ces maisons là-bas. Il faudra encore un gros travail d'excavation et de développement pour pouvoir confirmer l'étendue du temple. C'est comme ça qu'on pourra enfin mettre au jour le temple entier. Mais une chose est sûre, une nouvelle image de l'Égypte se révèle. On aperçoit un pays plus grand et plus développé que ce qu'on imaginait. Il y aurait eu une longue zone développée tout le long du Nil, pas seulement à l'emplacement des sites que l'on connaît aujourd'hui dans le nord et dans le sud, mais aussi dans le centre de l'Égypte. Tout cela constitue la preuve d'une civilisation plus impressionnante que ce que l'on imaginait. Pour cette superpuissance, le dirigeant ayant connu la plus grande réussite fut Ramsès II. La découverte de peintures murales de l'un des temples les plus impressionnants d'Égypte nous révèle le dilemme qui a failli lui coûter son rôle de pharaon. Cette histoire est racontée dans notre 8e découverte, le temple d'Abou Simbel. Entre tombeaux et temples, les mystères de l'Égypte antique fascinent le monde depuis des siècles.
L'un des temples les plus importants est également l'un des plus imposants. Flanqué de 4 statues de Ramsès II, voici le temple d'Abou Simbel. Pour représenter au mieux l'ego de Ramsès, sa divinité et la nature spectaculaire de ses exploits, il fallait bien un temple comme celui d'Abou Simbel. Le temple d'Abou Simbel est la clé qui sert à résoudre le dilemme rencontré par tout pharaon. Comment régner à la fois comme un dieu et comme un homme? Les peintures murales nous racontent l'histoire de Ramsès II qui a bien failli échouer dans cette mission. Abou Simbel est situé dans le sud de l'Égypte, près de l'actuelle frontière soudanaise. 4 statues géantes ont été sculptées dans le rocher et chaque centimètre carré des murs du temple est couvert de dessins illustrant le triomphe du pharaon. En 1871, Giovanni Belzoni, aventurier et égyptologue de la première heure, arrive sur le site. Le temple est alors enfoui dans le sable. Belzoni s'attelle à la tâche pour déblayer les milliers de tonnes de sable. Mais à chaque saut qu'il retire, le sable des dunes remplit à nouveau le trou. Au moment où Belzoni commence à baisser les bras, il découvre une solution simple à ce problème apparemment insoluble. Une fois mouillé, le sable reste en place. Ce plan est un véritable succès. Au terme de 4 ans de travaux, il découvre enfin l'entrée du temple et devient ainsi le premier homme à y pénétrer après plusieurs siècles. Le temple d'Abou Simbel est un monument érigé à la gloire du plus grand bâtisseur, guerrier et pharaon d'Égypte, Ramsès II. Ramsès II est l'un des plus célèbres rois d'Égypte. Il a régné pendant plus de 67 ans et a transformé la terre d'Égypte en une sorte de musée à ciel ouvert en hommage à ses exploits. Mais l'étude des peintures murales et des statues révèle aussi le double rôle d'un pharaon en Égypte. Sa première mission consistait à défendre la nation. Le pharaon doit être un grand guerrier, le grand héros qui défend l'Égypte contre tout ennemi. Sa seconde mission concerne la religion. Dans la sphère religieuse, le rôle du pharaon n'est pas seulement celui d'un chef de prière ni d'un intermédiaire entre l'humanité et les dieux. Le roi a carrément un pied dans le monde divin et un pied dans le monde humain. L'autorité et le pouvoir du pharaon dépendent de sa capacité à remplir ces deux rôles. Mais Ramsès a connu de tels succès en tant que roi guerrier qu'il a fini par n'avoir plus personne contre qui combattre, ce qui l'a rabaissé dans sa position de chef. Les bas-reliefs visibles à l'intérieur du temple illustrent bien ce problème. L'histoire commence par un combat, la bataille de Kadesh. Ramsès II a mené une bataille cruciale appelée la bataille de Kadesh contre les Hittites. Elle est représentée dans le temple. Au cours de la première partie du règne de Ramsès, l'Égypte est en guerre contre un puissant voisin, le peuple hittite. Les Hittites détiennent un empire qui s'étend du nord de l'actuelle Turquie jusqu'à la Syrie. Entre cet empire et celui des Égyptiens se trouve la ville de Kadesh. Les bas-reliefs du temple d'Abou Simbel constituent le plus ancien rapport guerrier de l'histoire, le récit complet d'un engagement militaire. Le docteur Mohamed El Biali a étudié l'histoire et la violence de cette bataille. Ces images nous montrent les Égyptiens qui frappent et punissent les Hittites. Et ils frappent fort. Cette bataille est l'affrontement de deux grandes puissances. Ce qui rend la bataille de Kadesh aussi particulière, c'est qu'il s'agit réellement de l'affrontement de deux empires. En arrivant sur le champ de bataille, Ramsès se trouve nez à nez avec toute l'armée hittite et ses alliés. C'est quelque chose d'assez rare dans l'Antiquité. Deux armées aussi puissantes se retrouvent face à face sur un seul champ de bataille. Les bas-reliefs d'Abou Simbel décrivent une bataille violente menée à l'aide d'armes de pointe les plus avancées pour l'époque. Pour la première fois, ils avaient des chars et des chevaux. C'est comme ça qu'ils ont pu construire un empire. Les chariots égyptiens étaient très maniables. Ils pouvaient presque tourner sur place. C'était comme des avions de chasse, l'équivalent du Rafale de l'époque. Grâce à leurs chariots, les Égyptiens pouvaient fondre sur l'ennemi à près de 50 km/h,
tout en tirant un maximum de flèches, puis battre en retraite tout aussi vite. C'était un vrai mitraillage. Avec son chariot, l'Égyptien pouvait s'approcher, tirer ses flèches, puis faire demi-tour pour se mettre à l'abri et revenir mitrailler l'ennemi une nouvelle fois. Ramsès parvient à tenir les Hittites à distance et à sauver son pays. Dans la 21e année de son règne, Ramsès a signé un accord de paix avec les Hittites. Ramsès n'a désormais plus de combat à mener et ne peut donc plus remplir sa mission de guerrier en tant que pharaon. Que faire quand on n'a plus d'ennemis? Ramsès a désormais un problème d'ordre politique. À Abou Simbel, on découvre la solution trouvée par Ramsès. Sa solution, c'est de prendre la direction inverse et d'insister sur son rôle religieux. S'il ne peut plus endosser sa fonction guerrière faute d'ennemis à combattre, il peut désormais se proclamer Dieu vivant. Ramsès affirme sa divinité. À ce moment-là, Ramsès met les deux pieds dans le monde divin. Il devient un vrai dieu à plein temps. Les Égyptiens sont donc désormais dirigés par un vrai dieu. Abou Simbel n'est donc plus seulement un temple dédié au dieu, mais un temple en l'honneur de Ramsès lui-même en tant que dieu. Ramsès II a bâti ce temple pour lui-même en tant que dieu et dédié à l'adoration de sa propre personne. Nous arrivons ici au sanctuaire, le Saint des Saints, l'endroit où Ramsès est représenté déifié, au milieu des autres dieux. On a sa statue dans le sanctuaire, en compagnie des statues des trois grands dieux égyptiens. Il est au milieu d'eux, à égalité. Politiquement, c'est un coup de maître. C'est une protection infaillible de se déclarer Dieu vivant. C'était un vieillard, et on ne sait rien de ses capacités mentales. Si ça se trouve, il avait perdu la vue, par exemple. On n'en sait rien. Le temple d'Abou Simbel nous montre les deux aspects les plus importants de la vie d'un pharaon. La défense de l'Égypte et la communion avec les dieux. Le temple nous révèle aussi comment Ramsès a résolu son problème. Ayant trop bien rempli sa fonction de défenseur, il n'a plus eu qu'à se proclamer Dieu. L'avant-dernière découverte de cette série poursuit l'histoire des grands pharaons dans les années suivant leur mort. Cette histoire trouble parle de crimes organisés, de pillages, de meurtres, de terrorisme et révèle le mystère des momies royales disparues. Les 10 plus grandes découvertes d'Égypte nous montrent les dessous d'un empire qui a duré plus de 3000 ans. La plupart de ce que l'on sait sur l'Égypte antique nous vient de l'ouverture des tombes des pharaons. Mais ces découvertes ont parfois mis au jour d'autres mystères. À de nombreuses reprises, des tombes ont été découvertes vides. Les momies des pharaons avaient disparu. L'une des découvertes les plus importantes en égyptologie a été celle de la cachette royale. À ce moment-là, les égyptologues se sont retrouvés nez à nez avec tous les plus grands rois. La découverte de la cachette royale, abritant les momies royales disparues, nous offre un point de vue sur la situation politique en Égypte à l'apogée de sa puissance. C'est une histoire de crimes organisés et d'actes de terrorisme approuvés par l'État qui ont failli détruire une nation. On trouve des preuves de tout cela sur la rive ouest du Nil. La vallée des rois comporte 63 tombes, dont celle des plus grands pharaons d'Égypte. Presque toutes ont été découvertes vides, sans momies ni trésors. Mais à environ 5 km de la vallée des rois se trouve un autre canyon. Là-bas, aucune tombe et a priori aucun secret caché. Mais en 1890, alors qu'il est à la recherche de l'une de ses chèvres perdues, un berger fouille les falaises. Soudain, dans une crevasse, il tombe sur l'entrée d'une grotte. En descendant dans ce puits, il est tombé sur un long couloir de 60 mètres creusé dans le rocher.
À l'intérieur de ce couloir se trouvent les restes de plus de 50 sépultures, notamment les momies de certains des plus grands pharaons de l'histoire. Afin de comprendre comment ces momies sont arrivées là, les archéologues doivent se pencher sur la situation politique et sociale de l'Égypte d'il y a 3000 ans. Une période de disette, ainsi que des dissensions internes entre camps politiques rivaux, plongent le pays dans une profonde anarchie. Avec de tels problèmes économiques et politiques, des invasions étrangères, le système était en train de s'effondrer. Ce système gouvernemental complexe doit faire face à de multiples menaces, qu'il aurait sans doute pu gérer individuellement, mais comme tout arrive en même temps, le système ne peut y faire face, et tout s'effondre. La société s'écroule. Le peuple subit une grande famine et une pauvreté extrême. Le besoin d'or pousse les gens à se rendre là où ils sont sûrs d'en trouver, les tombes des pharaons. De nuit, les gens partaient, ils pénétraient dans les tombes pour trouver les momies, et ils cassaient tout. Ces actes sacrilèges ont été commis par désespoir. Une fois franchie la limite entre civilisation et chaos, rien ne peut plus empêcher personne d'aller piller des tombes et violer des temples. Pas même la foi en les dieux ni la crainte de la damnation éternelle. Mais ces actes n'ont pas été commis par n'importe quel criminel. C'était du crime organisé. Ces pillages étaient commis par des groupes structurés et organisés, qui étaient même régis par une sorte de hiérarchie interne. C'était du pillage de tombes à l'échelle industrielle, si l'on peut dire. Cette période marque l'un des premiers exemples de crime organisé dans l'histoire. Tout le monde se lance dans le pillage de tombes. Tout le monde était impliqué, même à des postes importants. Si ces gens-là ne s'impliquaient pas directement, en tout cas ils fermaient les yeux sur ce qui se passait, en échange d'un bon dessous de table. Mais il reste malgré tout quelques prêtres au temple de Luxor, qui se considèrent encore comme les gardiens de la religion égyptienne, des temples et des tombes royales. Ils décident alors de sauver les momies du pillage en les cachant. Ils voulaient protéger leur roi. Ils ont donc pris toutes les momies et les ont cachées ici. Ils n'ont rien dit à personne et ont toujours gardé le secret. Grâce à ces prêtres qui ont sauvé les momies, les scientifiques ont eu la possibilité d'étudier les dépouilles de certains des plus grands dirigeants du monde antique. Si l'on ferme les yeux pour revenir des milliers d'années dans le passé, on peut très bien imaginer ce roi vivant. Après leur découverte, les momies sont emmenées au musée égyptien du Caire, où elles sont conservées en environnement stérile. En entrant dans cette pièce, on voit toutes ces dépouilles. Et ça fait peur. Ça fait rire, ça fait pleurer, ça fait sourire. Mais lorsqu'on les étudie, on réalise que c'est la toute première fois que ces momies nous parlent. Mais le plus révélateur, ce n'est pas ce qu'on voit ici, mais ce qu'on ne voit pas. Les pharaons étaient toujours enterrés avec des trésors inestimables. Sur ces momies-là, on n'a trouvé aucun objet de valeur. Quand on voit ces cercueils nus, on se rend compte que l'or, les bijoux et les pierres précieuses ont systématiquement été retirés. Cela semble appuyer la théorie d'une conspiration en haut lieu. Si j'allais piller une tombe en pleine nuit, terrifié à l'idée de me faire tuer ou d'être puni des dieux, je me dépêcherais, je serais mort de peur, je prendrais tout ce que je trouve et je m'enfuirais vite. Mais là, les corps ont été méthodiquement dépouillés. Cela semble indiquer que ce sont les prêtres eux-mêmes qui ont volé les trésors. Ce sont les personnes qui ont sauvé ces momies qui en ont profité pour leur voler l'or et les bijoux qui leur restaient. Ces prêtres, à la fois sauveurs et voleurs, ont toutefois offert à la science un trésor inestimable. Leur rôle est à double tranchant. On peut se dire qu'ils ont fait une bonne action en cachant ces momies dans un lieu secret et en les protégeant des pilleurs. Mais ils en ont aussi profité pour devenir eux-mêmes des pilleurs. Grâce à des études scientifiques, on est désormais capable d'imaginer la vie qu'ont eue ces grands pharaons. Mais cette découverte nous offre également un point de vue nouveau sur la société égyptienne de l'Antiquité, une société au bord de l'anarchie. Et au moment où la nation ne peut éviter l'implosion, les autres empires ne tardent pas à en profiter. Et l'Égypte va subir des centaines d'années d'invasion.
Mais au lieu de disparaître, la culture égyptienne jouissait d'une telle puissance que les envahisseurs ont fini par adopter les coutumes et les croyances de leur pays d'adoption. Cet accomplissement incroyable se révèle dans notre dernière découverte. Les preuves se trouvent aussi bien à la surface du désert égyptien que sous le sable. Si vous creusiez le sol, vous tomberiez sur des momies couvertes d'or. Des centaines de momies intactes, parfaitement préservées, recouvertes d'or. Depuis des siècles, la civilisation égyptienne antique captive l'imagination des scientifiques, des archéologues et des aventuriers. Aujourd'hui, une équipe d'experts guidée par le docteur Zahi Hawass ont sélectionné les 10 plus grandes découvertes qui lèvent le voile sur cette extraordinaire civilisation. Même en plein déclin, la civilisation égyptienne a laissé une trace qui, à sa découverte des milliers d'années plus tard, a inspiré l'émerveillement. Un champ de momies encore intact. Partout autour de vous, à droite, à gauche, n'importe où, si vous creusez, vous tomberez sur une momie. À travers toute son histoire, l'Égypte a maintes fois été attaquée par plusieurs empires. Mais les preuves montrent que la culture égyptienne a tenu bon. La culture égyptienne, la société égyptienne, les croyances égyptiennes ont su conquérir leurs conquérants. Nous sommes dans l'oasis d'Al-Bahariya, dans le désert de l'ouest du pays. Les premiers indices montrant que nous ne sommes pas dans un endroit ordinaire sont tout bonnement posés sur le sable. Des ossements et des crânes parsèment le sable de la vallée. Ces squelettes sont ceux de dépouilles enterrées et déterrées par les animaux sauvages. Ils ne sont qu'un signe des secrets enfouis sous le sable. Cette découverte n'a pas été faite par un explorateur ou un archéologue. Son auteur ne peut d'ailleurs même pas en parler. C'est un accident qui est à l'origine de cette découverte. En 1994, un âne s'égare dans le désert. En venant chercher sa bête, son propriétaire le trouve immobile, les yeux fixés sur un trou dans le sable. L'homme a regardé à l'intérieur du trou et il a vu des momies. Ensuite, je suis venu pour commencer les fouilles. C'était comme dans un rêve. La découverte d'un si grand nombre de momies intactes est un cadeau inestimable pour la science moderne. Au début de l'archéologie égyptienne, de très nombreuses tombes ont été excavées. Les premiers égyptologues déterraient les corps, les ossements et se débarrassaient des momies, qui sont désormais perdues. Les premiers explorateurs se débarrassaient souvent des momies dans leur recherche de trésors. Les momies étaient traitées d'une façon qui choque les archéologues d'aujourd'hui. Parfois, ils s'en servaient même comme combustible pour faire chauffer leur repas. Les momies découvertes à Al-Bahariya constituent une trouvaille rare. On se trouve là en présence de toute une partie d'un peuple, sur plusieurs générations, enfouis en un seul endroit. Il y a 2000 ans, l'Égypte a été envahie par les Romains, qui se sont installés dans tout le pays. Les momies enfouies dans cette vallée sont celles des Romains. Elles datent d'environ 300 avant Jésus-Christ. Les Romains ont attaqué l'Égypte parce que c'est l'un des pays les plus riches de la Méditerranée. L'Égypte possède l'or africain, les céréales et toutes les richesses des pharaons. C'est un peu le joyau de la couronne pour l'empire qui pourra l'annexer. Les constructions romaines ont été détruites avec le temps. Mais l'étude des momies montre que rien n'a pu détruire la culture égyptienne. Les Égyptiens avaient un sens tellement fort de leur civilisation et une histoire tellement longue que ce sont eux qui ont influencé leurs envahisseurs plus que l'inverse. Ces momies sont romaines. Mais c'est encore la culture égyptienne qui a défini le mode de sépulture. La momification est apparue en 3000 avant Jésus-Christ et a perduré pendant toute l'histoire égyptienne jusqu'à la période romaine. Jusqu'à ce qu'ils envahissent l'Égypte, les Romains enveloppaient leur corps dans des bandes de lin. Au départ, pour la plupart des momies, la tête est complètement enveloppée dans du lin, comme celle-ci.
Mais les Égyptiens fabriquent des cercueils et des masques mortuaires représentant des visages. Ici, on a un masque qui représente un visage, et toutes les autres momies en portent. L'apparition de ces masques montre le changement du style romain au style égyptien, à une période où les envahisseurs commençaient à se naturaliser. On assiste à une unification culturelle, une sorte de fusion qui se fait sous nos yeux, de génération en génération. Mais les momies détiennent un autre secret. Pour les étudier, les experts en transfèrent une partie dans un autre endroit où elles sont nettoyées et restaurées. Ici, dans ces vitrines scellées, les masques donnent un incroyable aperçu de la culture égyptienne. Les momies sont couvertes d'or. Les Égyptiens de l'Antiquité adoraient l'or. C'était l'une des ressources les plus chères de l'époque. Mais surtout, pour les Égyptiens, le corps des dieux était en or. Cela nous explique donc les croyances des Égyptiens concernant la réincarnation et la vie après la mort. À leur mort, les hommes se transforment en êtres divins. C'est pour ça qu'on leur mettait de l'or, parfois directement sur le visage ou bien sur les sarcophages. Cela montrait que la personne était passée du statut de mortel à un état divin. Ces momies sont la preuve que les Romains avaient intégré à leur propre croyance l'usage de l'or qu'avaient les Égyptiens. Et pourtant, le dessin des visages reflète clairement l'influence romaine de ces nouveaux colons. Les momies d'or constituent une preuve de la fusion des coutumes pharaoniques et romaines pour former la nouvelle civilisation égyptienne. Il y avait de quoi contenter les Romains et de quoi contenter les Égyptiens. Les momies de la vallée prouvent que quels qu'aient été les événements de son histoire, l'Égypte est toujours restée à la fois forte et souple. C'est ce qui a permis à ses croyances et à ses traditions de perdurer à travers les âges. Leur sens de l'identité leur a donné une certaine stabilité qui leur a permis de se maintenir à travers les empires successifs. Maintenant que nous avons révélé les 10 plus grandes découvertes de l'Égypte, nous allons les assembler afin d'achever le tableau de cette Égypte antique, un monde qui, jusqu'à aujourd'hui, a toujours gardé sa puissance et causé la fascination. Les mystères de l'Égypte antique ont donné lieu à des siècles d'aventures et d'exploration. Des premiers aventuriers aux scientifiques d'aujourd'hui, chaque découverte a présenté sous un jour nouveau cette civilisation née il y a 50 siècles. Les Égyptiens étaient tout simplement le peuple le plus fascinant qui ait jamais vécu dans l'Antiquité. Mais pour les universitaires et les scientifiques, l'égyptologie va plus loin que la fascination. Elle porte en elle une résonance qui influe aujourd'hui encore sur le monde moderne. L'héritage de l'Égypte antique est toujours vivant, 2000 ans après l'écroulement de la civilisation qui lui a donné vie. L'Égypte a donné naissance à de nombreuses traditions que l'on considère aujourd'hui encore comme partie intégrante de notre culture. L'un des principaux héritages de l'Égypte antique que l'on retrouve dans notre vie moderne est la science de la médecine. Dans l'histoire, les toutes premières traces écrites d'un médecin professionnel parlent d'un homme nommé Imhotep qui pratiquait en Égypte il y a près de 5000 ans. Les compétences chirurgicales des Égyptiens s'étaient développées non pas pour maintenir les hommes en vie dans ce monde, mais au contraire pour les préserver en vue de leur vie après leur mort. Les études faites sur les corps momifiés des pharaons ont révélé la grande expertise développée par les Égyptiens dans l'art de la dissection. Pour réussir la momification, la procédure était complexe et nécessitait d'extraire soigneusement les organes vitaux sans endommager le corps. Tout comme pour n'importe quelle opération chirurgicale moderne, cette procédure nécessitait une grande connaissance de l'anatomie. Dans certains cas, cette connaissance a même été transmise telle quelle à travers les siècles jusqu'au manuel de médecine moderne. La médecine n'est pas le seul domaine dans lequel nous soyons redevables aux Égyptiens de l'Antiquité. Les techniques modernes d'ingénierie et de construction sont basées sur des connaissances développées le long de la vallée du Nil il y a plus de 4500 ans.
La grande pyramide de Gizeh a été bâtie avec une telle précision que sa largeur ne varie que d'à peine 5 cm sur ses 230 mètres de côté. Le génie grec Pythagore, considéré comme le père de la science des nombres, a travaillé en Égypte. C'est là qu'il a développé les formules algébriques qui ont posé la plupart des bases de l'architecture moderne. Plus les scientifiques modernes explorent le monde des Égyptiens antiques, plus ils découvrent l'ampleur du patrimoine que l'on doit à cette culture. Pas un jour ne se passe sans que la quête de nouvelles découvertes se poursuive. De nouveaux professionnels viennent ici pour tenter de voir s'il y a d'autres découvertes de ce type à faire. C'est un aspect fascinant de la recherche. Il y a peut-être encore des découvertes à faire du côté de la vallée des rois. De la tombe de Séti Ier au trésor de Toutankhamon, la vallée a produit certaines des plus importantes découvertes de l'Égypte antique. Mais elle abrite sans doute encore bien des mystères. Cela semble confirmé par la découverte d'une nouvelle tombe en 2006 appelée KV63. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il doit rester encore de nombreuses tombes cachées dans la vallée. À mon avis, on est loin d'avoir découvert les tombes de tous les pharaons, alors les chances sont encore nombreuses. D'après les écrits retrouvés, les pharaons ont été bien plus nombreux que la somme des tombes découvertes. C'est ça qui est excitant. On a des traces écrites qui nous montrent qu'on a encore tant à découvrir. De nouvelles analyses scientifiques donnent les moyens de se lancer à la recherche de nouvelles tombes. Les archéologues pensent que les Égyptiens cherchaient des failles naturelles dans la roche pour faciliter les travaux de construction des tombes. Une fois qu'ils avaient repéré une zone de fissure, ils regardaient le sens de la roche et n'avaient plus qu'à suivre le sens, comme une ligne droite. Richard Parizek observe ces zones de fracture dans la vallée des rois. Ici, on a une zone de fracture. Et si vous regardez bien, le sens de la roche saute aux yeux. Si les constructeurs de l'époque, il y a plusieurs milliers d'années, creusaient effectivement les tombes en suivant les lignes de fracture, alors l'étude géologique de la vallée est un bon moyen de rechercher une nouvelle tombe. Cela nous donne une direction où chercher. Disons que c'est un bon élément à ajouter aux données de recherche archéologique. Seul le temps nous dira si cette approche amènera à des découvertes aussi extraordinaires que celle de la tombe du roi Toutankhamon. En tout cas, tous les archéologues s'accordent à dire qu'il reste encore beaucoup de découvertes à faire. Pour les générations futures, le classement des 10 plus grandes découvertes d'Égypte ne sera sans doute plus le même, car en archéologie, les méthodes scientifiques continuent d'évoluer. Tout en marchant sur les pas des premiers découvreurs, comme Carter et Belzoni, les scientifiques continuent de faire de nouvelles découvertes. On ne connaîtra jamais tous les secrets que recèle le sable du désert égyptien. Ces secrets nous révèlent non seulement les mystères d'un empire extraordinaire, mais aussi la puissance de l'héritage que ces 3000 ans de civilisation ont légué au monde moderne. Et pendant que l'on continue de s'émerveiller à la vue des grandes découvertes actuelles, les découvertes futures promettent toujours plus de connaissances, de fascination et d'admiration à l'évocation de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire, la civilisation millénaire de l'Égypte antique.